Et on va plus loin avec Anne Niva, grand reporter de Guerre indépendante. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Je rappelle que vous étiez en Ukraine il y a de ça un peu plus d'un mois et demi. Merci d'être avec nous. Je retournerai bientôt. Et vous avez passé un mois sur place. Gauthier Ribinski est également avec nous de la rédaction de France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour. Il le réclame. Des armes, une fois de plus, Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux d'aider l'armée ukrainienne à défendre son territoire face à la Russie. À défaut d'une intervention militaire, c'est d'une aide matérielle que le président ukrainien appelle de ses voeux. Écoutez. Une partie des missiles a été abattue, mais seulement une partie. Nous avons besoin d'une défense aérienne puissante, moderne, pleinement efficace et qui puisse assurer une protection complète contre ces missiles. Nous en parlons tous les jours avec nos partenaires. Volodymyr Zelensky qui s'adressait par visioconférence aux chefs d'État des pays du G7 réunis en sommet en Bavière, alors que sa capitale Kiev venait d'être frappée hier par des missiles russes pour la première fois depuis des semaines. Une autre ville du cœur du pays, Kremenchuk, a, elle, depuis vu un centre commercial touché par une frappe, alors qu'un millier de personnes se trouvaient à l'intérieur. On parle d'au moins 10 morts et d'une quarantaine de blessés, bilan provisoire dans un bâtiment où un incendie s'est depuis déclaré. Et puis Kharkiv frappé à nouveau, 4 morts et 19 blessés dans la deuxième ville d'Ukraine. Ces attaques, elles montrent à quel point l'Ukraine reste vulnérable au-delà des limites du Donbass. Ah mais bien sûr, la guerre continue. Je crois qu'il faut cesser de se dire, peut-être pour ne plus avoir peur, que justement Vladimir Poutine va obtenir ce qu'il comptait obtenir, puisque c'était pas Kiev, ça sera le Donbass, etc. La guerre continue. On en a eu la preuve aujourd'hui. Il n'y a aucune raison, je ne vois pas pourquoi les missiles cesseraient de pleuvoir ailleurs que là où on les attend. Finalement, c'est ça le principe de la guerre. Je vous rappelle que ce sont deux belligérants l'un contre l'autre, donc ils ne se font pas du bien. Kremenchuk, j'y suis passée, c'est juste à côté de Dniepro. Dniepro, c'est une grande ville, un gros hub du sud de l'Ukraine. À Kremenchuk, il se passe rien. Il n'y a pas eu jusqu'à présent rien du tout. Donc là, c'est visiblement... Il n'y a pas de cible militaire, en tout cas, à Kremenchuk. Je ne sais pas. Oui. Nous ne savons pas, vous et moi, quelle cible il y a véritablement. Ces cibles sont secrètes. Ensuite, on a, nous, le résultat. Le résultat aujourd'hui, en tout cas, c'est que c'était sur un centre commercial qui, évidemment, comme il y a des parties de l'Ukraine, énormément de parties de l'Ukraine dans lesquelles les gens essayent de vivre normalement, en allant faire leurs courses, etc. C'était le cas dans ce centre commercial. Donc je pense que le bilan, malheureusement, va augmenter. Gauthier, davantage d'armes lourdes pour permettre aux Ukrainiens d'être à parité avec les Russes. Voilà ce que réclame Volodymyr Zelensky. Est-ce possible ou un vœu pieux d'être à parité avec les Russes ? Ça ne veut rien dire la parité. On a vu des conflits asymétriques où ceux qui étaient les plus faibles pouvaient dominer, même momentanément, ceux qui étaient le mieux équipés. On a bien vu que l'armée russe, contrairement à ce qu'elle prétend être, n'est pas une armée d'infanterie. Elle est une armée d'artillerie, mais au niveau de l'infanterie, ça pêche beaucoup. Et que donc, si les Ukrainiens ont un matériel beaucoup plus moderne, car le matériel de l'armée russe, quoi qu'on en dise, est relativement obsolète. Pas dans le domaine des missiles balistiques, mais dans le domaine de l'équipement d'artilleurs. À ce moment-là, on peut assister à la même chose que ce à quoi on a assisté au début de cette guerre, c'est-à-dire au moins une façon de contenir la poussée de l'armée russe, ce qui n'a pas pu être le cas, par exemple, pour la ville de Sieverodonetsk, qui a été véritablement encerclée et que les défenseurs ukrainiens n'ont pas pu tenir. Mais tout ça, on le voit à chaque fois d'ailleurs. À chaque fois, il y a un retard dans la livraison d'armes à l'Ukraine. Et un certain nombre de choses finissent par arriver. Là, c'est du matériel allemand qui aurait été très, très utile dans la défense de Sieverodonetsk. Il n'y a pas forcément l'idée d'une victoire ukrainienne, mais déjà embourber l'armée russe, comme ça a été le cas autour de Kiev, eh bien, il y a quelque chose à gagner à partir du moment où on considère que les négociations ne sont pas possibles dans l'immédiat. En tout cas, Boris Johnson, lui, veut croire que les Ukrainiens ont encore les moyens de redresser la situation. Il l'a dit lors d'un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, à qui il reprochait justement de pousser pour des négociations immédiates. Écoutez-le, toujours au G7. Il n'y a pas d'accord que le président Zelensky puisse vraiment conclure. Donc dans ces circonstances, le G7, les soutiens de l'Ukraine dans le monde entier, doivent continuer à aider les Ukrainiens à reconstruire leur économie, à produire leurs céréales, à les exporter. Et bien sûr, nous devons les aider à se protéger. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Pas propice à des négociations, la situation actuelle, Anne Niva ?
Ça, on le dit, on le répète depuis longtemps. On n'a pas besoin que Boris Johnson nous le rappelle. Moi, ce qui me choque un peu dans ce que dit Boris Johnson, c'est qu'il a l'air de dire que, justement, de dire à Emmanuel Macron, qui, lui, quand même, est en faveur d'une fin ultime par des négociations, que négocier maintenant, ça voudrait dire prolonger l'instabilité mondiale. Ça, c'est quelque chose que moi, je trouve incompréhensible. Parce que, est-ce que la guerre elle-même ne prolonge pas en elle-même l'instabilité mondiale? Comment peut-on dire que des négociations de paix prolongeraient l'instabilité mondiale? Donc il y a visiblement là un paradoxe, et je dois dire que Zelensky aussi ce matin a dit, en même temps qu'il a dit, vous l'avez rappelé, qu'il voulait évidemment des armes, il le dit, il le répète, mais il a dit aussi qu'il fallait qu'il pensait que la guerre serait achevée à la fin de l'année, et en même temps il souhaite une intensification des sanctions. Là, ça aussi, ça me paraît un paradoxe. Je ne vois pas comment on peut intensifier les sanctions et donc prolonger cette guerre et en même temps décréter qu'elle sera terminée à la fin de l'année. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Gauthier, fermer la porte à des négociations, est-ce vraiment le rôle des grandes puissances qui se veulent responsables? N'y a-t-il pas un risque à entretenir les Ukrainiens dans l'espoir de victoires futures au prix du dialogue? Ça rejoint la question précédente, et là je dois dire que je suis en total désaccord avec Anne, c'est-à-dire que si vous partez du principe que vous donnez à Vladimir Poutine, ça pourrait être un autre dictateur, la possibilité, au fond, de tirer le bilan de cette affaire en disant « je m'en sors bien, je m'en sors plutôt bien ». Là, la déstabilisation future est encore là. Et toute l'erreur des autres chefs d'État de l'Occident, hormis Boris Johnson, mais on peut en parler après, c'est de considérer que tout sera récupérable, le mode de dialogue, le mode de pensée, le mode de commerce, comme avant, avec Vladimir Poutine, et qu'au fond, cette guerre en Ukraine sera une très mauvaise parenthèse, mais qu'on oubliera. Les Ukrainiens ne sont pas prêts à oublier, ils ne peuvent pas oublier ce qui a été fait par les soldats russes, et quand Boris Johnson affirme sa thèse, c'est vrai qu'un chef d'État européen ne peut pas se substituer à Zelensky ou aux autres protagonistes. D'ailleurs, c'est ce que souligne Emmanuel Macron. Il dit « je ne veux pas me substituer aux Ukrainiens, de sorte que s'il y avait un échec, on pourrait leur rendre responsable ». Mais il n'a pas tort, Johnson. Il n'a pas tort sur le fond, parce qu'il est impossible pour les Ukrainiens aujourd'hui de négocier quoi que ce soit avec le couteau sous la gorge qu'ils ont, avec la séparation du Donbass et les exactions que mènent les soldats russes. Et toute négociation aujourd'hui serait une forme de... pas d'excuses, mais une manière de passer par pertes et profits. On dirait, bon, c'est la guerre, hein, et puis dans la guerre, il se passe toujours des atrocités. Non, je pense que les Ukrainiens ne veulent pas ça, et pour une seule raison, je m'arrêterai là. Parce que Volodymyr Zelensky est en train de réhabiliter la force, le politique, le volontarisme. Là où vous avez des gens en Occident comme nous qui disons, la bonne géopolitique, c'est de dire, on va retrouver le dialogue avec Poutine, on va recommencer à faire du commerce. Non, vous avez quelqu'un qui dit, je ne tolère pas ça, je suis homme politique et j'avance pour exiger des choses qui paraissent invraisemblable et inatteignables. Anniva, la morale doit guider en ce moment les dirigeants dans cette affaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je pense que c'est là justement tout le fond du débat, le fond du problème, et que c'est intéressant d'en débattre de toute façon. Je ne pense pas, comme vous, que tout va redevenir comme avant. Et je ne pense pas qu'Emmanuel Macron le pense. Mais je pense que la Russie va continuer à exister. Et que ce soit Vladimir Poutine au pouvoir ou pas Vladimir Poutine au pouvoir, il n'y aura pas un changement radical de politique en Russie. Donc de toute façon, ce qui est en train de se passer depuis le 24 février 2022 porte à des conséquences gravissimes. Effectivement, nous ne sommes plus dans le même monde. Nous sommes en guerre, il y a une guerre en route, et il va bien falloir à un moment donné quand même penser à l'arrêter, ou alors est-ce qu'on va continuer à vivre tous en guerre, avec une menace qui va être encore plus grande et une menace atomique? Je ne sais pas, ça n'est pas à nous de répondre, nous ne sommes que des observateurs, mais il y a parfois une tendance à aller vers le jusqu'au-boutisme, et on ne sait pas jusqu'au bout, justement, ça peut aller, avec une différence, une fois de plus, on l'a déjà dit, entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis n'ayant pas les mêmes conséquences à tirer de ce conflit que nous. Il y a un intérêt, ou en tout cas un devoir même, à essayer d'arrêter par tous les moyens possibles ce qui est en train de se passer, le plus vite possible. Bien sûr, oui. Pas forcément le plus vite possible. Je suis encore à nouveau en désaccord, pardon. Mais d'une certaine façon, il y a une différence entre le réalisme qui consiste à dire voilà quelle est la situation, et évidemment c'est indispensable. Par la suite, et je ne parle pas de vous, Anne, mais vous avez quantité d'experts et d'hommes politiques qui considèrent au fond le réalisme
comme une forme de conformisme, en disant c'est comme ça, et puis c'est immuable, et puis il n'y a qu'à faire, à considérer cette chose et à vivre avec, et puis à limiter les dégâts. Il y a une question qui découle de celle-là, qui est celle de savoir s'il faut continuer à vivre justement avec ce genre de choses. Comme on dit, la Russie ne déménagera pas, c'est le mot de Macron. Mais ce sont des tautologies qui nous foutent, par exemple, dans l'embarras, dans la mouise. Parce que quel est le vrai problème? C'est la présence à la tête de la Russie d'un dictateur comme Poutine. S'il n'y avait pas de dictateur, vous croyez que la Russie aurait besoin de s'inventer, de fantasmer sur des menaces à sa frontière? Non. Si elle était démocratique, elle n'aurait pas imaginé ça. Et donc, dire, si vous voulez, que les choses vont reprendre avec Poutine, ça veut dire tout simplement considérer comme immuable et comme intrinsèque à la dictature de Poutine le fait que, bien de temps en temps, il faille passer par un conflit, j'exagère, mais c'est un peu ça, particulièrement meurtrier. Anne, et puis on passera évidemment. Oui, enfin, moi je pense qu'il y a aussi une des questions qui montre justement que le monde a changé, c'est que nous sommes maintenant dans un monde qui fait la guerre différemment. Toutes les guerres que j'ai couvertes précédemment, c'est-à-dire l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Tchétchénie, ça ne se produit plus comme ça aujourd'hui, puisque tout est connu en direct et que nous avons des pays et des leaders de ces pays, de ce pays agressé, comme l'Ukraine, qui aujourd'hui en tire parti, et il a raison, justement en ayant cette transparence, en demandant des armes, etc. Et le fait que nous, Occidentaux, n'ayons pas été prêts, n'ayons pas souhaité aller nous battre sur le terrain en Ukraine, nous avons décidé de faire la guerre autrement. Donc, bien sûr, les conséquences sont autres et elles sont pour tout le monde autres, pour toute notre planète. Au-delà de l'Ukraine, effectivement, la menace que représente la Russie pour ses voisins pousse l'OTAN à renforcer sa présence dans ces pays frontaliers ou proches de la Russie. Écoutez. Nous allons renforcer nos troupes sur le flanc oriental de l'Alliance. Nous allons transformer la force de réaction de l'OTAN et augmenter le nombre de nos forces à haut niveau de préparation pour le porter bien au-dessus de 300 000. Une présence bienvenue ou l'assurance de troubles futurs avec la Russie, Anne? Une présence bienvenue, on vient d'en parler, mais là on montre nos muscles, mais on reste à nos frontières. Donc tout ça c'est de la rhétorique, plus que de la rhétorique, puisqu'on a quand même des milliers d'hommes qui vont être sur place, bien sûr, mais là rien de nouveau sous le soleil. Et Gauthier parlait de cet ancien monde, de ce nouveau monde. L'OTAN, n'est-ce pas la quintessence même de l'ancien monde. C'est-à-dire, et c'est Emmanuel Macron qui disait lui-même qu'elle était en état de mort cérébrale en décembre 21. Donc, est-ce qu'on n'est pas justement au moment où ce qui se passe sur notre planète nous obligerait à réfléchir à de nouvelles alliances, à de nouvelles complicités, à de nouvelles amitiés, inimitiés, et pas forcément celle de l'OTAN qui n'a plus l'air de correspondre véritablement à ce qu'est le monde aujourd'hui. On voit quand même le nombre de personnes qui sont non alignées dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Tous ceux qui ne veulent pas prendre parti. Ne serait-ce que le Premier ministre de l'Inde qui était invité aujourd'hui, oui, qui fait partie de ceux, ils sont nombreux, qui ne sont ni pro-russes ni anti-russes, qui ne veulent pas considérer Vladimir Poutine comme un paria. C'est-à-dire, ils n'ont pas... Il y a des pays dans le monde qui ne possèdent pas la même vision du monde que nous autres occidentaux, que les 7 pays les plus industrialisés au monde, qui sont soumis quand même, je trouve, à rude épreuve pendant cette guerre. Et les G7 le montrent, c'est-à-dire malgré notre puissance, nous avons été incapables, nous, les pays du G7, d'empêcher cette guerre. Tenir compte de nos limites, y compris de convaincre les autres pays qu'une menace existe, elle est à nos portes et il faut vivre avec, dorénavant en Europe, le risque qu'une guerre se déclenche sur le continent européen. Je parle du continent européen, la Russie évidemment fait partie, mais en tout cas dans l'espace politique de l'Union européenne. Non, c'est pas obligé. Là aussi, c'est l'aspect, c'est le nationalisme qui est à l'œuvre. Et c'est pour ça que quand Anne disait qu'il y a des non-alignés, je trouve, on pourrait faire le compte, mais parmi ces non-alignés, il y en a beaucoup qui prennent cette posture pour dire qu'ils sont favorables à Poutine, ou presque. C'est-à-dire qu'il y a une façon de se présenter comme étant, on ne veut pas alimenter l'un et l'autre, il y en a beaucoup qui sont du côté de Poutine. Quant à l'OTAN, on se souvient justement qu'un conflit qui était celui de l'ex-Yougoslavie, et notamment du Kosovo en 1999, avait vu l'OTAN intervenir sans mandat particulier. Pourquoi l'a-t-elle fait ?
parce qu'il n'y avait pas la menace du nucléaire. Et donc, la nouveauté, enfin, c'est pas nouveau le nucléaire, mais on voit bien que dans ce conflit... C'est qu'elle est brandie, cette menace aujourd'hui. Mais ce qui a été empêché, s'il n'y avait pas eu le nucléaire en Russie, il y aurait eu forcément une intervention de l'OTAN. Donc, ça veut dire, je suis assez d'accord avec vous quand il faut revoir les alliances, mais en même temps, la permanence de ce qu'est la menace nucléaire fait qu'on a quand même peu de marge de manœuvre. La dernière question, c'était sur faut-il vivre avec ? Non, non, il faut toujours envisager, regardez quand même, les conflits en Europe, quand ça a été de la répression, c'était l'Allemagne de l'Est en 1953, la Hongrie en 1956, l'ex-Tchécoslovaquie en 1968, répression. Ça a été la guerre en Serbie contre un nationalisme. Après, on peut juger l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est un nationalisme au pouvoir. Alors, je ne vais pas paraphraser Mitterrand, parce que lui, il savait de quoi il parlait en étant avec ses accointances avec le régime de Vichy, mais il disait le nationalisme, c'est la guerre. Oui. Oui, c'est vrai. Et il ne faut pas se résoudre à ce qu'un type comme Poutine, d'abord, soit ad vitam aeternam au pouvoir, et de deux, qu'il y ait justement ces espèces d'accès, comme le Covid, qui est des accès de guerre, bellicistes et belliqueux, dont il faudrait s'acclimater, et puis on dirait, bon, bah, tout ça n'est pas grave, parce que sur la longueur, on est plutôt en paix. Oui, mais Gauthier, faut-il être capable de l'en empêcher ? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais vous voyez le résultat aujourd'hui. Oui, qui empêche qui ? Personne. C'est pas parce qu'on La empêche guerre pas en aujourd'hui. Ukraine, aujourd'hui, elle a lieu, les Ukrainiens souffrent, et nous sommes spectateurs. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas empêcher aujourd'hui qu'il faut considérer que ça sera demain la même chose. Non, mais il faut agir maintenant. Et bien sûr, on est bien d'accord. Nous sommes sous la menace d'une guerre à tout moment dans l'espace européen. Pensez-vous, dans l'Union européenne, Anne, où la présence de l'OTAN, justement, et de l'arme nucléaire en France nous en prémunit ? Nous sommes sous la menace, bien sûr. Et je pense que, justement, ce qui a fait que cette guerre a fait tout d'un coup fait peur à tout le monde. Enfin, une fois de plus, j'ai couvert d'autres guerres précédemment. Dans d'autres pays, je n'ai jamais ressenti auprès de mes concitoyens une aussi grande peur que depuis le 24 février 2022. Ça veut bien dire que cette menace est ressentie, elle est ressentie presque physiquement, parce qu'il y a cette proximité géographique. L'Ukraine, ça n'est pas loin, parce que les Ukrainiens sont venus jusqu'à nous, parce que la guerre dure depuis des mois et des mois, parce qu'on en parle tout le temps, parce qu'aujourd'hui, justement, avec la façon dont fonctionnent les médias, et ça, cette façon ne sera jamais modifiée, on ne retournera jamais en arrière. On sait tout, à chaque instant. On sait quel missile tombe où. Moi, les guerres que j'ai couvertes en Irak, en Syrie, en Afghanistan, on ne savait pas ça. Donc, du coup, on n'avait pas la même couverture. Donc, du coup, on n'avait pas la même empathie. Donc, du coup, on n'avait pas la même peur, la même réflexion. Donc, on est sous une menace, bien sûr, et ce sont à nos dirigeants d'essayer d'avoir une réflexion pour que nous nous en sortions sans qu'on aboutisse à la Troisième Guerre mondiale. Et on va se quitter malheureusement pour l'été sur ces mots. Anna, oui, peut-être Gauthier va conclure. Je suis d'accord avec Anne, là, pour le coup, mais je pense que notre peur est à la mesure de notre ignorance pendant des décennies, et notamment pendant les 22 années de règne de Vladimir Poutine. On n'a pas voulu voir quel était le personnage en cours. On a été aveugle, ça c'est certain, mais pas que sur Vladimir Poutine. Non, on est aveugle sur beaucoup de choses. Sauf vous, Anne, je vous rends justice, parce que c'est vrai que vous avez écrit sur Vladimir Poutine et vous alertiez depuis un moment déjà. Absolument. Merci beaucoup, Anne Nivan. On vous retrouve à la rentrée, puisque on va plus loin, on va marquer une pause à la fin de cette semaine, et que nous retrouvons évidemment nos habitués à la rentrée, avec vous évidemment Gauthier qui continue la semaine avec nous. Restez sur France 24, on se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal.